La culture sous FS. Bonjour, bonjour à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices. Là où vous êtes, en l'archipel Guadeloupe, dans le reste du monde, je n'oublie pas jamais les followers, ces accros des réseaux sociaux, comme je le dis, qui nous postent beaucoup de commentaires. Merci, merci, aficionados, pour votre attachement, pour le soutien, l'accompagnement en quelque sorte que vous assurez, hein, si j'en puis dire, à cette émission qui dure, je dirais, 22 ans, 22 années. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, EcoClub se situe donc dans l'actualité. Et nous allons donc aborder une thématique, je disais thématique d'actualité, qui cristallise donc les attentions, les énergies individuelles, c'est-à-dire des citoyens, collectives aussi, c'est-à-dire des familles et aussi des institutions. Il s'agit donc du foncier, les terres, question à terre. EcoClub s'intéresse donc au rapport des Guadeloupéens à la terre et bien entendu des conséquences de ces rapports. Vous le savez très bien, non loin de nous, il y a en matière, je dirais, de terre, la question agraire, il y a une réalité. C'est que non loin de nous, dans l'espace continental, par exemple latino-américain, et dans certaines îles de la Caraïbe, prédominent de grandes propriétés foncières, généralement appelées latifundia, latifundios. En Guadeloupe, des luttes paysannes, principalement au XXe siècle, ont remis en cause ce schéma agraire. Nous sommes passés des latifundia, des usiniers en Guadeloupe, nous sommes passés dans cette situation de latifundia pour arriver à ce que nous appelons minifundia, guada guada à la Guadeloupe, latifundia guada guada, la terre pour tous. Néanmoins, des problèmes perdurent malgré l'instauration de dispositifs. Je citerai SAFER, je citerai le EPF, je citerai également les groupements fonciers agricoles qu'on appelle généralement les GFA, donc des dispositifs qui s'apparentent à l'économie sociale et solidaire. Nous sommes donc à EcoClub à nous interroger sur les rapports à la terre en Guadeloupe, d'où notre thème, rapport à la terre et en Guadeloupe, bien entendu, et ses conséquences. Voilà donc une thématique qui nous réunit, ce cocktail, comme je le dis très souvent, qui nous réunit ce dimanche. Ce dimanche, 7 janvier 2024. Voilà donc, messieurs, chers amis, je veux venir vous dire bonjour. Je signale d'abord que EcoClub se trouve aujourd'hui dans une configuration très particulière, je dirais atypique. Vous êtes deux présents ici, à toi donc Ramaï et René. Nos amis du dimanche, notamment Raphaël et Nico, nous ont posté l'information au niveau du groupe EcoClub, du groupe Rapsab, et aujourd'hui ils sont quelque peu empêchés, ils n'ont pas pu être là. Mais EcoClub est là. Merci donc à vous. Alors d'abord à toi, je vais faire un tout d'abord vers René, parce que René a été absent parmi nous, tu me le permets, Ramaï, pendant deux dimanches, les circonstances en ont voulu, et c'est avec aussi, je crois que tu le ressens, une très grande gaieté, une très grande fierté
de te retrouver aujourd'hui parmi nous. Alors, René, qu'as-tu fait? Allez, la réplique à monter sur papa. Oui, mais c'est justement parce que, bon, effectivement, on battait en Guadeloupe, hein, c'est pour ça. Autre déplacement, expliquez-nous. Les 2 derniers dimanches. Et effectivement, il montait la moyenne. Il m'a monté la moyenne pendant tout le temps, là, très fort. Mais on dit, bon, t'es pour venir envoyer des autres camarades là, désister alors. Et coller aussi, puisque coller, frapper la ville. Donc on dit, bon, on ne peut pas faire ça quand même. Il faut envie. Bon. Donc voilà, ça c'est Yon. Mais ça, on devait commencer. On devait commencer par une sorte de coup de cœur. Oui, oui, c'est très bien dit. Et un coup de cœur littéraire. Ah oui. En particulier, pour des gens qu'on connaît très bien, oui. À l'Université à l'école, c'est Georges Drumeau. Oui. Et l'autre là, c'est Foz Soukab, qui c'est aux amis. Oui, Soukab, on connaît. Mais très proche. Oui, oui. Un coup de cœur pour eux d'avoir tous les deux sortis des romans. Des romans. Georges Drumeau, c'est le deuxième roman. Non, c'est L'éveil du flamboyant. Oui. Quelle édition? L'édition Nègre-Marron? Alors, oui. Nègre-Marron. Oui. Et France, c'est le premier roman. Vous te connaissez France comme journaliste, comme dramaturge, puisqu'il a déjà fait pièce théâtre. Et là, c'est le premier roman. Non, c'est Écoule la rivière au chagrin. Voilà, c'est un bel roman de 300 pages, d'ailleurs, et qui lie en avec réalité contemporaine en nous, d'ailleurs, à travers l'imaginaire là qu'il a développé. En tout cas, tiens, donc, un coup de cœur pour ce roman-là, d'avoir à trouver que parfois la création littéraire en Guadeloupe pas suffisamment mise en avant, surtout là où il s'agit de monde locaux qui doit pratiquement faire propagande là, eux-mêmes et tout ça, ça. Et un troisième coup de cœur, c'est pour un jeune écrivain. Non, c'est l'écrivain, c'est Louisiane Romain. Oui. Qui sortit un livre, La Nuit du Sougouian. La Nuit du Sougouian. Qui est assez épais aussi. Oui, oui. Et qui a touché à tout imaginaire en nous et à tout fantastique là que nous nie, à l'imaginaire en nous et tout ça. Alors, on a fait d'autant plus que, on dit Suzanne, puisque c'est pour ça qu'on est libre. Suzanne, c'est ton ancien élève, nous, à Petit-Bourg. Oui. Il était à la classe de 5e, qui était magnifique, extraordinaire. Et c'est un petit monde qui, malgré tout le déboire qu'on était en vieille, mettait une volonté de faire et réussit. La preuve, c'est qu'il est pédiatre et qu'il a dirigé service à pédiatrie à Levallois, à Paris. Et il a essayé de retourner en Guadeloupe. Les barrières, il a pensé à ça, retourner en Guadeloupe. Et Suzanne Pagin, père d'attache, il y avait Pays Aïe. Pays Aïe. Parce que tout le livre-là, lié à imaginaire et qu'on a dit à fantastique. Oui. À Pays Aïe, à travers une reconnaissance à toute fantastique là, ça, et une sorte de sublimation. Et il était en dédicace hier, et malheureusement, l'éditeur là fournit un certain nombre de livres, mais pas assez pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ça t'est qu'à fait écouter? Ça t'est qu'à fait à. Non, à Description Natura, Culture, oui. Et en cas de ça, d'avoir, c'est quand même des biens qui sont extrêmement importants. Oui, je te parce que nous avons des talents dans l'écriture à Casanou. La production littéraire. Et là où nous avons parlé souvent de contextualisation de l'enseignement, eh bien, ces talents-là, ça, contenu à ça, qu'on a produit et tout ça, doit permettre nous justement d'utiliser à travers la contextualisation de l'enseignement, dans les apprentissages que nous avons fait, qui en français, qui en grammaire, qui en toutes ces biens-là, ça, d'avoir, si vous voulez, ces documents-là, ça a parlé à Timoun-là beaucoup plus que parfois des documents qui sont extérieurs à Kazayo, et puis attirer attention à eux, et puis c'est beaucoup plus important. Donc voilà. En tout cas, ces coups de cœur là, ça, quand il y a fait pour ces trois-là, ça. En tout cas, c'est un coup de cœur, tout à fait. Suzanne en particulier, parce que c'est une question de, si vous voulez, proximité d'approche et de reconnaissance, de soutien. Qui plein de volonté et qui fait le travail. En tout cas, un bon coup de chapeau, un bon coup de cœur. Je crois qu'il y a lieu de s'associer véritablement à cet élan. Comme je dis pas le cœur, l'élan coasonal en quelque sorte du cœur, c'est-à-dire exprimé donc par notre ami René. Et un clin d'œil très fort à tous ces engagements dans la littérature. Vous savez, moi-même, j'ai eu à plusieurs reprises l'opportunité d'aller à Rimini-Souta, suivre avec mon épouse les présentations de romans
de romans. Ça fait je crois, un mois, nous y étions. Et j'ai pu aussi participer au débat parce que j'aime bien, je dirais, je vis à ma manière, en quelque sorte, les romans. Quand ils sont présentés par des auteurs. Et donc, c'est une bonne chose. La Guadeloupe, c'est beaucoup de choses. C'est aussi roman, c'est aussi littérature, pas n'oublier. Oui, là, nous parlons de culture. Oui. La culture, c'est pas seulement la musique, la danse, etc. C'est aussi ça, la culture. C'est tout fond culturel là, que nous a sublimé à travers l'écrit et compagnie. La littérature, une composante du patrimoine culturel. Voilà. Alors, bien entendu, on arrive maintenant à notre ami Raymond Ramaille, toujours très vivant, présent, le Moulier. La boule va bien? Oui, le boule va bien. Bonjour à tous, bonne année à tous. Et, bonne fête des rois à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Et puis, le moule se porte bien, même si nous avons connu la défaite hier du CSM. Oui, malheureusement. Enfin, j'espère qu'il y aura des leçons positives à tirer de cette défaite. Comme aussi le Golden Lion, que je salue. Personne ne s'attendait probablement pas à une victoire du Golden Lion, mais même s'ils ont perdu 12-0, mais rencontrer un club comme le Lost, je pense que c'est quand même une référence dans sa vie. Et de pouvoir retirer des leçons pour pouvoir améliorer chacun d'entre eux le football qu'ils pratiquent et de nous mettre un petit peu à niveau. On voit bien qu'il nous manque quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes à travailler pour arriver à un niveau supérieur à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il ne faut pas perdre d'espoir. J'espère qu'on va y arriver. C'est avec le travail, comme je dis, on n'y arrive pas, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la vie, dans le travail. C'est le travail, et ça finit toujours par payer. Dans les débats aussi. Le travail. Même dans les débats, et faut réfléchir. Ça finit toujours par payer. Oui. Donc j'espère que tout le monde va passer un bon dimanche. Bonne fête des rois, de manger leur galette avec passion pour pouvoir lancer l'année avec de bonnes auspices. C'est la vie. Et travailler pour arriver toujours à plus. C'est bien dit. Alors, bonjour aussi à nos amis qui ne sont pas là. Je vous ai dit qu'ils nous ont posté les messages aujourd'hui, ils sont retenus autre chose. Et un bonjour donc à tous ces amis. Alors, messieurs, fidèles à nos habitudes, je ne sais pas si vous allez vous inscrire dans cette habitude aujourd'hui. Il y a quelque chose de particulier qui a pu retenir votre attention dans la semaine. On a entendu le clin d'œil de René, on a entendu l'introduction de Raymond Ramaille, mais je pense que personnellement, on peut lancer cette question des préliminaires, c'est-à-dire les marqueurs de l'actualité. On peut très bien lancer ça sous l'angle de ce qui s'est passé autour entre guillemets, de l'affaire Lambert. Parce qu'on a vu, je ne sais pas, on ne va pas débattre de ça. Parce qu'il faut être prudent. On a toujours parlé de la prudence la fois dernière. Lorsque Nico en a dit deux mots là-dessus, nous avons eu à échanger. Mais ce que j'ai pu constater, c'est un déchirement dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a des affrontements à distance, ont beaucoup de choses et beaucoup de vérités, aussi beaucoup de, entre guillemets, n'importe quoi. Et on peut dire ça comme ça. Alors René, ou pas t'es là, mais on vit ça à distance. Non, mais non seulement, enfin, on vit à distance, pas sans pas là, mais on suit quand même l'information là. Va passer et le fond de l'affaire, c'est un problème, effectivement. On peut aborder ça là très rapidement d'ailleurs. L'ordre locataire bailleur et ni certainement un certain nombre d'habitants qui passaient, ça c'est clair, et qui fait que des gens octroyés des droits et ça crée des incidents, ça crée des problèmes, etc. Alors, ni débuter les réseaux sociaux, entendre débuter, entendre intervention à Roland Poney. Oui, c'est dernier là recevoir d'ailleurs. Bon, mais en même temps, en cas où aujourd'hui là, Roland Poney, il a interrogé, il a dit, de toute façon, lui, il n'est pas là pour être équilibré, il n'est pas là pour... lui, personnellement, il a raconté une histoire, qui est content, qui n'est pas content, son histoire, il a raconté. Ça a gêné mon lot d'être un journaliste, tu t'es ça. Bon, après ça, oui, pour l'histoire là. Et puis en même temps, ni on interview joie procès là, pas procès là, action là devant le tribunal là. Ni on interview à Lee Lambert, qui a expliqué de manière très claire, si vous voulez,
les démarches qu'il a employées, toutes les démarches qu'il a employées, les plaintes qui ont été déposées, tout ces médias ça, et qui a dit que ils suivent tout un certain nombre de démarches pour préparer. Donc, si vous voulez, ça qui dit, c'est que sur les questions de principe, l'environnement bail, l'environnement signifie au cas, effectivement, prendre les dispositions. Bon. Au cas entendre vous, au cas discuter, au cas prendre les dispositions. Bon. Mais on ne peut pas créer, une situation pas créer au point que on monde a retrouvé pratiquement en dehors de, qu'on s'est arrivé avec Mme Haïti Mounaï, en dehors de toute possibilité de réintégrer le logement. Bon. L'autre côté là, on a dit, là où vous avez un logement en main en monde, il faut faire attention à ne pas utiliser non plus ce logement-là pour faire sous-location, pour faire des bidons ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça, vous pouvez mettre complètement pas au tafo et ou pas. Donc, si vous voulez, son affaire que certainement le tribunal là qui est fin réglé au niveau de la procédure et tout ça. Oui. Et ni des questions de principe, mais qui est valable pour tout locataire et tout bailleur, hein, c'est-à-dire union bail qui n'ont durée de vie déterminée. Il faut savoir qu'en fin de bail là, il peut très bien demander en fin de bail là, 3 mois avant, il peut très bien demander de quitter les lieux parce qu'il y a besoin, etc. Et vous, il faut prendre les dispositions pour, puisque vous savez que le bailleur là, nous limité, tout ça. Donc, il faut éviter que les biens dégénèrent et venir apprendre à ça. Et notamment, quand il y a des arrières, on pense qu'à Adam à ça, qui a fait que les comportements qui posent un problème. Ah oui, les comportements des uns des autres. Ouais. En tout. Alors, cela a été dit, c'est le point de vue de René là-dessus. C'est un premier évident. Premier élément, mais il peut dire tellement de choses ça. C'est pas tellement le sujet. Écouter les avis contradictoires en même temps. Voilà, c'est un peu. Ramaï, alors, sur cela, tu as entendu l'information aussi, c'était sur les réseaux sociaux. On a beaucoup dit là-dessus. Moi, j'ai observé des comme toi même. Je n'ai peut-être pas toutes les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est pas ma référence. Oui, pas référence. C'est pas une référence. Oui, référence. D'une part. D'autre part, la semaine dernière, on en a parlé. Et dans mon intervention, j'avais bien dit c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait eu cette possibilité pour le propriétaire de retrouver sa maison. Mais certainement, il y a des choses à ce moment-là qu'on ne connaissait pas. Ah bon, d'accord. Et donc, j'ai mis une certaine prudence dans le déroulement de cette affaire qui, à mon avis, a des facettes d'informations qui n'ont pas été diffusées. Et là, aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend bien compte que la population, la presse, et là, la presse a sa part de responsabilité dans cette affaire-là, n'a pas diffusé des informations, comment dirais-je, la vérité de la situation. La vérité contractuelle. La vérité contractuelle de ce qui s'est réellement passé. Et là, comme on le disait, les journalistes, avant de donner des informations, soit ils doivent émettre certaine prudence dans la diffusion de l'information ou vérifier l'exactitude de l'information. Et c'est là que je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la presse, et elle a mal informé la Et nous avons bien fait ici, je ne te coupe pas là-dessus, nous avons bien fait une émission Informer, liberté, baliser. C'est-à-dire, comme tu disais, il faut bien prudent leur dire des choses. Allez, vas-y. Oui. Et donc, on a bien vu qu'aujourd'hui, les choses, ce qu'on savait, en réalité, on n'a pas eu toutes les informations. Il y a une chose aussi qui m'a frappé dans cette affaire-là aussi, c'est que le propriétaire a eu plusieurs fois des droits d'antenne. Droits d'antenne, oui. Mais on n'a jamais vu la partie adverse. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si ça a été fait. Oui. En tout cas, moi, je n'ai pas à aucun moment vu un droit de réponse pour pouvoir informer correctement la population, en tout cas avoir les deux versions. Et j'ai l'impression que la presse il y aura certainement des grabuges à ce niveau-là. Et aussi, dans cette affaire-là, j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Il va certainement avoir d'autres grabuges, peut-être de part et d'autre. Mais à mon avis, ce n'est pas terminé.
Et c'est dommage que nous n'avons pas été informés correctement de la situation pour peut-être que les personnes qui étaient dans la mouvance, avec de bonnes informations, ne se seraient peut-être pas trouvées là. Oui, tout à fait. Donc, on attend la suite. Dans la suite. En tout cas, la fois dernière, nous l'avons bien dit, nous avons incité à la prudence. La prudence, vous savez, je le dis toujours, et des fois, c'est pas bien perçu quand on a l'effet de masse dans un contexte comme ça. Il faut rester à la prudence en ce sens, avoir des éléments de dossier, de pièces, voilà. Et il y a des éléments extrêmement forts, et ça se passe toujours comme ça, c'est le contradictoire. N'est-ce pas? Tout à fait, il faut le contradictoire, et ça ne se fait pas dans les médias. C'est quelque chose d'élémentaire. Il faut faire dans des endroits. Il y a des endroits appropriés pour cela, bon, qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais il y a des vérités. Comme on dit souvent, il y a une vérité judiciaire, on ne peut pas toujours habiter, mais qu'il y a une vérité sans doute. Voilà. Ceci étant, oui. Si on arrive parfois à des situations comme ça oui. C'est aussi parfois parce que les rouages même oui. de la justice ou de la gendarmerie, tout ça va fonctionner tout à fait correctement. Parce que Lambert, il a dit qu'il était déposé en plainte. Oui. Il y a au moins 4 mois de ça, il a été déposé en plainte à la suite d'insultes que Bougla a fait, et tout ça, il a été déposé en plainte. Et que plainte là, ça, ces gendarmes l'ont dit, ils n'ont pas retrouvé, et brusquement, les 4 jours, ces gendarmes l'ont dit, oui, ils ont retrouvé plainte là. Ça qui a bien montré que si vous voulez rouage de la justice qui a fonctionné parfois correctement, ou pas peut-être river à cette situation. Non, mais attention, oui, c'est très bien. Mais il faut se dire aussi, vous savez, des fois... Vous faites attention. Non, mais c'est vrai que ça a posé un problème côté à ça. Des fois aussi, il y a des citoyens qui peut-être qu'à mélanger des choses. Très souvent, on croit voir des problématiques à relever du civil. Comme on a couru la gendarmerie, on peut là. Des fois, ça n'a pas ni à rien de pénal. Quand il y a un contrat, vrai ça, ils vont un avocat, son affaire civile. Ils disent ça très souvent. Donc, pourquoi vous voyez très souvent l'homme, beaucoup de monde comme ça, hein. Il y a un problème, très souvent, il y a dit, bon, on peut faire à titre préventif, comportement pour éviter le pire. Il a été porté plainte pour agression. Hein. Pour agression, oui, c'est. Et là, c'est là quand, à partir d'un moment-là, ça, intervient tout de suite pour tirer les choses. On va venir à la pub tout à l'heure, et puis... Juste pour conclure, enfin, oui. Un dernier mot. Lorsqu'on a une affaire comme ça qui se présente, un propriétaire qui a des difficultés avec son locataire. Quelle que soit la difficulté, de quelque code que ce soit, il y a une démarche légale à adopter. Pour quelle que soit il y a toujours une solution. Des fois, ça peut ne pas plaire, ça peut être long, parfois coûteux, mais il y a une solution légale, une démarche légale à adopter. Alors, dans ce cadre-là, il y a une démarche légale. Le préfet a son mot à dire dans cette affaire-là, s'il faut expulser et de mettre en place l'ordre d'expulsion. Mais même le préfet, il ne peut pas expulser s'il n'a pas un jugement exécutoire. Si pas une décision exécutoire à faire, il ne peut pas une démarche légale, ce n'est pas la population qui doit statuer. Oui. Il a quand même décidé de faire évacuer. Il a évacué parce qu'il ne fallait pas aller au pire. Mais ça aurait pu aller au pire. L'autre partie aurait pu dire, si Cassim il doit il y a un jugement. À part là, il faut un jugement exécutoire. Parce que si vous... C'est qu'en réalité, quand on est dans une situation où on peut récupérer bien, oui, c'est bien, ça c'est autre chose. Et il a rendu compte que non seulement il n'a pas arrivé à récupérer, mais qu'en plus, Mouna qui a dormi là, qui a fait de la sous-location alors que ça n'a pas été prévu. Il paraît que c'était autorisé. Non, mais ça n'a pas été autorisé. Il paraît que c'était autorisé. Mais lui-même, il a dit que ça n'a pas été. Il n'a pas loué pour ça. On arrive. Non, mais il a dit on arrive donc à cette première publicité. Vous le savez, télévision, pas qu'à marcher sans publicité. Nous sommes donc de retour après cette courte page publicitaire, je le précise, dans une formule un peu atypique. Nous avons avec Club aujourd'hui nos deux amis, nos deux chroniqueurs, Ramaï et René. Nos amis du dimanche ont posté l'information sur le groupe, ils ne peuvent pas être là aujourd'hui. Alors, messieurs, donc le thème, je le reprécise, pour que les téléspectateurs qui joignent à nous puissent savoir. Le thème, donc, c'est donc les rapports à la terre en Guadeloupe et ses conséquences.
Voilà donc, alors c'est un thème, faut-il le dire aussi, malheureusement notre ami ne connaît pas là, bon c'est une proposition qu'il a faite, je lui avais proposé d'autres thèmes, mais le sens que j'ai de la flexibilité, j'ai dit bon je vais retenir cette présentation, mais malheureusement il n'est pas. Nous allons faire tout de même comme ça, j'entendais plutôt réforme foncière, échec ou réussite, parce que c'était bien ciblé, mais malheureusement, pas malheureusement, mais elle a souhaité que ce soit qu'on change, mais il n'a pas pu être là, malheureusement. Il n'a pas pu être là, malheureusement. Voilà. Alors, messieurs, voilà donc une question qui est extrêmement prégnante, la question du foncier en Guadeloupe, hein, n'est-ce pas? Et Guadeloupe et aussi, et même dans les autres îles, hein, dans l'IDFA, d'une manière, en Guadeloupe, en Guyane aussi, on en parle. Nous savons que cette question foncière est marquée, ou du moins marque l'histoire en Guadeloupe. En ce sens, depuis le XXe siècle, nous avons vu des fermetures, je crois, toujours d'usines, avec des grands propriétaires donc terriens qui possédaient donc le foncier, bien entendu, et qu'il fallait, disons, rééquilibrer les choses, en ce sens, faire en sorte que la terre ou les terres, ces propriétés, deviennent en quelque sorte un bien, je ne dirais pas un bien, disons entre guillemets un bien pour tous, en quelque sorte, c'est-à-dire un phénomène de redistribution. Alors, mais aujourd'hui, d'abord, on va essayer de comprendre ces rapports avec le foncier. Est-ce que, selon vous, il y a des rapports, entre guillemets, je dirais, conflictuels, c'est-à-dire des points d'affrontement, le foncier? Est-ce que c'est quelque chose, il y a donc de rapports, je dirais, de cœur? On aime la terre? Est-ce que c'est cela? Ou est-ce qu'il y a aussi une certaine violence à l'égard du foncier? Je pense aussi à une violence écologique, puisque c'est une réalité. Ramaï faisait récemment allusion des dépôts d'ordures qu'il voyait sur le bas-côté, sur la commune des Abines, faut-il le dire? Est-ce que ça a été nettoyé? Je n'en sais rien. Alors, d'abord, la question foncière. On va venir directement à René. René, ça, vous êtes un grand... ton militant, ou c'est un militant, les questions-là, on connaît l'histoire, ces grands combats-là qui fait là, autour à terre, n'est-ce pas? Alors, ça, quand on y a dit véritablement des problèmes là, ça, la question foncière. Vous savez, la question foncière, en fait, c'est un héritage que nous avons depuis... Non, il faut dire. Non, depuis la période esclavagiste. Oui, c'est ça. Il faut nous clairer laisser bien ça, et malheureusement, qui abolition à l'esclavage en 1848, qui la départementalisation par la suite, pas modifier les structures foncières et modèles d'exploitation là qui étaient hérités de la période là ça. Oui. Si bien que vous trouvez des anciens propriétaires qui retrouvaient non seulement gagnant indemnisation, mais qui tenaient même bassin les grandes propriétaires. Oui. Alors parmi ces anciens propriétaires là, ça, quand vous trouvez puisque déjà l'industrialisation a déjà commencé. Commencé Petit à petit. Et les industriels en partie qui disent, bon, en fin de compte, ils étaient plus pour panier esclaves encore et pour nous mettre d'œuvre salariés parce que l'industrie va pas marcher sans sans salariés. Sans salariés. Et sans monde qui a acheté produits. Oui, consommateur. Bon. Pendant la période là, ça, on peut dire que modèle d'économie de plantation là, c'était surtout dans la canne. Dans la canne, qui existait. Et tenait 0,5% des propriétaires qui étaient qu'à posséder pratiquement 55% des terres. Bon, voilà. Parmi ces 0,5% là, ça, on tenait des propriétaires issus de l'ancienne période là, des blocs créoles. Attention, on va confondre Béquier en Martinique, c'est un autre problème. On va tenir tout à fait le même problème là ici. On tenait certains Béquier Martinique là, qui profitaient. Et on tenait surtout, si vous voulez, toutes les sociétés capitalistes. À l'époque, le crédit foncier, la SOB, le port, etc. Tout ça, c'est toutes les usines tenaient Terre-Yo. Terre-Yo, oui, c'est vrai. Essentiellement. Et en général, restant les Guadeloupéens qui ont faux descendants, qui ont d'autres descendants, comme on l'a dit à l'heure actuelle, ils ont été retrouvés, ils ont occupé ou bien des terres sans droit éthique parfois, mais qui étaient en lisière forêt là, ou alors sur les grandes pages géométriques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la propriété tout de suite à niveau là. Ça.
Donc, si vous voulez, problème là, ça, à type de économie là, ça, bon, il persistait, hein, et il y a un certain nombre de luttes qu'il y a dans le 19e siècle, qu'il y a dans le 20e siècle, en particulier par ouvriers et paysans pour essayer d'améliorer la situation ailleurs, etc. D'autant plus que nous héritons dans le deuxième bitin, c'est un système d'exploitation qui a créé le colonna partiel. Qui était particulièrement grave, qui était mis en place par les ouvriers, par les propriétaires fonciers. C'est une violence à l'ail même. Oui, pourquoi? Parce que Bougla a un bail pour mettre en valeur là. Et il était obligé de planter 80% de la propriété là en canne. Oui. En plus, l'or a été livré quand à l'usine, automatiquement, il était payé 20%, il était payé 20% à propriétaire à Baïla. Un propriétaire qui n'a pas participé à production là, etc., etc. Et il était tenu de prendre les entrants, engrais, etc., par l'usine, parce que c'est l'usine qui a fourni ça. Si bien que très souvent, il était retrouvé, il y avait très peu d'argent pour survivre. Pas revenu. Et au cas vrai qu'on bon épée ouvrier agricole, bon épée paysan, à un moment là, ça, qui était colon partiel, il était travaillé aussi comme ouvrier agricole, etc. Donc, il était obligé de un complément à côté pour y être survivre. Donc, si vous voulez, problème à colonna partiel là aussi, c'est un problème qui était posé et qui posait pendant toutes ces années-là, en tant que lutte contre les paysans et tout ça. Pourquoi? Parce que non seulement ils n'ont pas tenu accès à tel, mais les conditions dans lesquelles ils ont permis de produire, c'était des conditions qui étaient pratiquement proches de l'ancien système là, à niveau là, ça. D'autant plus qu'à l'époque, ils ont représenté ça, ils n'ont pas tenu droit de déposer les termes ici là. Casao, il faut déposer les 4 roches. Sans autorisation, oui, bon, oui. Et il faut déposer les 4 roches parce qu'il ne faut pas être fixé à terre. Alors, donc, si vous voulez, il y a toute une série de choses. Il y a un certain nombre de combats qui menés pendant toutes ces périodes-là, qui parfois étaient assez sanglantes, parce que, en fin de compte, c'était protéger les biens des usines et des militaires à l'époque. Et nous connaissons toutes les grandes grèves à 1910, 54, 56, tous ces biens ça. Là, on boit un peu ouvrier agricole et paysans, peut-être vie ailleurs de ça. Donc, si vous voulez, question à foncier là, déjà posée à niveau là, ça. À niveau là, ça. Bon. Alors, deuxième problème, c'est que il y a une tentative à un moment donné de réforme foncière qui était faite dans les Marie-Galante, dans les certains côtés. On rougeole, tous ces bidets à ça. Et ces réformes foncières-là, ça qui étaient faites, en réalité, ils ont abouti à une dilapidation à cette là, puisqu'au bout d'un moment, au foyer, ces bois c'était là, au fort propriétaire, moun fait ces vidéos à ça. Pourquoi? Parce que pas de descendance qui a pris là en main, etc., etc. Donc, c'est tous ces vidéos là ça qui fait qu'en 71, les ouvriers agricoles et les paysans posent problème à colonna partiel, à la richesse, à le fait qu'un ouvrier agricole pas touché même prix qu'un ouvrier industriel. Ils ont posé ça en tant que résistance par rapport à ce système là ça. Et résistance par rapport à ce système là ça, il trouvait accompagné de tout un certain nombre d'autres circonstances, c'est-à-dire l'utilisation créole. C'est à ce moment-là ça que créole, qui l'aspect culturel commençait à prendre l'importance en Ivoire. Mais ça qu'il faut dire, c'est que Bitin-là, ça conduit, parce que ces ouvriers agricoles, ces paysans-là, à un moment donné, ils ont été loin. Ils ont commencé à faire un certain nombre d'occupations de terre. Oui, l'occupation de terre. Oui. À toute occupation pour habitat, parce que pas de question de charrier casse comme ça, donc il faut des côtés propriété, et occupation aussi par rapport à dilapidation à cette là par un certain nombre de propriétaires fonciers qui étaient entrés dans la spéculation foncière à niveau là ça. Et c'est comme ça que ça a obligé justement le gouvernement là, dans la deuxième partie, dans les années 80 et tout ça, à prendre un certain nombre de dispositions et à aborder un butin qui c'est achat à ces propriétés-là, à les gros propriétaires, et mettre à disposition mettre foncier à ça à disposition à les collectivités. Il y a pratiquement 10 675 hectares. 3 575 qui étaient en faire-valoir direct. Il y a à peu près 10 000 ouvriers agricoles en ligne. À ce moment-là, ça toujours. Et il y a 5 568 hectares qui étaient des colons partiels, qui étaient des biens qui étaient à colons partiels, qui étaient à 2300 environ à donner. Donc, si vous voulez,
ça qui fait à la nouvelle réforme foncière là, c'est que nous avons une exigence que ces paysans-là ont aussi. Exigence-là, c'est qu'il ne faut pas perdre sol agricole là. Et c'est pour ça que ces terres-là qui récupèrent les propriétaires fonciers de l'usine, il y a une propriété du département et de la région. De la région. Il y a une collectivité. Propriété des collectivités. Et une nouvelle forme de redistribution, mise à service faite, pas tenir encore qu'on n'a pas aussi qui disparaît, c'était des locations, enfin, nous connaissons. Oui, des sortes de groupements. Et c'est pour ça qu'ils ont créé 38 GFA à l'époque. Oui, 38. Pour installer les l'agriculture, avec un certain nombre de mesures d'accompagnement. Hein, parce qu'à l'époque, il faut savoir aussi que nous, parmi ces pays, ces agriculteurs-là, nous avons un certain nombre qui étaient déjà arrivés à l'âge limite. Et les mesures d'accompagnement, c'était qui bien? C'était pour ceux-là qui a dit, bon, il faut arrêter, il ne peut pas continuer. C'était des lots habitat de 800 mètres carrés. Oui, ça c'est vrai. Et c'était pour ceux-là qui étaient dit qu'il ne faut pas continuer, mais il y a besoin de côté. C'était des lots jardins de 2000 mètres carrés. C'est ça qui était les mesures d'accompagnement à côté. Par contre, si vous voulez, c'est comme ça qu'il y a été installé au moins 700 fermiers à travers les GFA et tout ça. Et les lots étaient à peu près de 9 hectares ou 3 en moyenne. Alors, ces paysans-là qui étaient dans ces chevaux-là, ils étaient actionnaires. Oui, ils étaient actionnaires. Mais majorité à action-là détiennent par la région et le département, 60%. Hein. Donc, si vous voulez, réforme foncière là, ça permet quand même éviter dilapidation à les terres agricoles et faire en sorte que les terres agricoles étaient concentrées pour l'agriculture avec les organismes, affaires, etc., que nous connaissons là, et tout ça qui font un certain nombre de gestion. À partir d'un moment là, ça, si vous voulez, nous avons bien qui est clair, c'est que si nous avons un effondrement à l'ancienne économie d'implantation là, puisque c'est les collectivités guadeloupéennes qui ont une propriété des terres, oui. Mais les agriculteurs passaient dans certaines productions de subsistance. Économie de subsistance. Et ils ont passé à une économie de résistance. Et qui doit mener en particulier à ne pas manger. Mais pour ça, il faut des politiques qui ont accompagné. Et c'est là le problème. Là. Et c'est pour ça que là, on va parler de réformes foncières à niveau là. Ça. On ne peut pas parler d'échec ni de succès si on ne peut pas garder le contexte politique de développement agricole, parce que nous avons parlé en lot de soulever ce objectif-là, nous avons parlé en lot de faire continuité, pas continuité, souveraineté alimentaire et tout ça. Mais si on parle en politique qui a servi ça, directionné vers ça. Si on parle en politique qui a directionné vers ça, si on parle en orientation qu'on va pour atteindre l'objectif là, ça, on peut risquer effectivement à un moment donné, des phénomènes qui sont passés, tels que ça nous a vu parfois les GFA, qui ont des difficultés sur le plan financier, des difficultés techniques, etc. etc. Pourquoi? Parce que pas une véritable politique agricole qui est appliquée et qui a un sens à des objectifs à atteindre. Mais c'est ça, c'est pour ça que, à part réforme foncière en lui-même, qui peut être caractérisée d'échec ou de succès, puisqu'ils permettent de faire évoluer la situation sociale là, au niveau à et tout ça. Mais c'est à présent les politiques mises en place qui posent un certain nombre de problèmes à niveau là. Ça. Alors, si vous voulez parler la suite, un peu tout à fait. Alors, super officiel à la Guadeloupe, tout ça. On peut dire très bien que les téléspectateurs ont bien compris, messieurs, ont bien compris que nos rapports, les rapports à la Terre, en quelque sorte... Ça, c'est dans le travail. Hein? Oui, dans le travail. Les rapports à la Terre s'inscrivent dans ces turbulences de l'histoire, à savoir, comme René l'a très bien dit, une forte concentration du foncier entre les mains d'un petit nombre de propriétaires. Au départ, oui, depuis avant, à l'époque, avant les grands usiniers, hein, n'est-ce pas? On connaît... Et cette forte concentration, il a fallu mettre un terme à plus ou moins à cela. Et c'est là qu'on a vu des actions, l'engagement ouvrier, l'engagement aussi des agriculteurs, l'engagement, disons, paysans en quelque sorte, des paysans cet engagement a permis véritablement de changer la donne. Et puis l'entrée dans le jeu des collectivités, n'est-ce pas, qui sont devenues en quelque sorte propriétaires d'une grande partie de ce foncier, parce qu'il faut
René l'a très bien dit, hein, il y a eu des erreurs commises dans la première vague de réforme foncière. Et puis, bien entendu, des institutions, des dispositifs ont été mis en place pour accompagner sur la dernière vague de changement, à savoir des structures telles que la SAFER, les groupements fonciers agricoles qu'on appelle généralement les GFA, et qui posent aussi de problèmes, puisque nous savons que ces groupements sont en grande difficulté financière. Alors, Ramaï, on le sait, bon, l'est de la Grande Terre, terre du Moule, on sait où il y a des agriculteurs qui sont aussi, qui sont installés, mais il y a aussi des propriétaires, n'est-ce pas, qui ont acheté leur terre, et qui valorisent ce foncier, n'est-ce pas? Moi, je passe souvent dans le Moule. Toi, tu es originaire de ce territoire à forte potentialité agricole, n'est-ce pas? Alors, comment ça se vit, ces rapports à la terre? Comment? Parce que les gens qui ont acheté là, nous ailleurs, c'est gardé, vendu. Après, puis ils investi ailleurs. Mais il y a d'autres qui ont dit, bon, il faut nous nourrir le peuple là, il faut nous nourrir le pays là, il faut nous accompagner et ma souveraineté alimentaire là, et il y a aussi dans d'autres types de rapports. Alors, Ramaï. Alors, c'est vrai, la description qu'a fait René, c'est le schéma de ce qui s'est passé au fil des années. Et bien entendu, les propriétaires étaient en nombre restreint. C'était surtout les usiniers qui possédaient la terre pour faire tourner leur usine avec un faire-valoir direct. Et donc, les autres, les travailleurs, étaient sur la périphérie. Ils étaient souvent à Colonna, ils devaient travailler pour le propriétaire, pour l'usine. Quand ils vont une journée à blanc, c'était comme ça que ça se disait à l'époque. Oh là, on va travailler à blanc. C'était le terme employé à l'époque. Et donc, et après, il commençait tôt le matin, 4h, 3h, 5h du matin, les hommes partaient au travail, et c'est comme ça qu'on a dit que les femmes sont des potomitains parce que les hommes partaient travailler déjà à cette heure-là, et c'est la femme avec les enfants. Les enfants, c'était souvent des familles nombreuses qui s'occupaient des enfants, envoyaient des enfants à l'école. Quand il y en a qui allaient à l'école, tout le monde n'allait pas à l'école à cette époque-là. Et donc les enfants malades, c'est la maman qui s'en occupait. Et c'est la voisine qui donnait un petit quel feuillage, quel thé, parce qu'il n'y avait pas de médecins comme on en a aujourd'hui. Donc c'était l'entraide. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et après la journée de travail, au lever du jour, la maman, souvent c'est l'aîné, qui est en bas âge, qui faisait le rôle de babysitter pour surveiller les autres, alors que la maman partait emmener parfois le repas du mari au travail, et qui retournait un peu plus tôt pour s'occuper des enfants, et puis donner un coup de main au mari, et puis c'est un peu comme ça que ça se faisait. Et parallèlement à ça, René l'a dit, c'était pas suffisant pour nourrir la famille, même si à l'époque, il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de dépenses, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma, en tout cas pas comme aujourd'hui. Donc, les sources de dépenses étaient quand même très limitées, mais c'était quand même pas suffisant pour nourrir la famille. Donc, il y avait un lopin de terre qui en général était accordé autour de la maison, ce qu'on appelait tout le jardin des créoles, qui était donné par les propriétaires terriens d'usine à chaque ouvrier agricole, pour faire leur petite maison qui ne devait pas toucher le sol, effectivement, ou en tout cas démontable. Des cadres rochis. Voilà. Et autour de la maison, il y avait un bananier, il y avait deux pieds d'igname, il y avait un prunier, il y avait un peu de tout. Hein, et c'est avec ça, c'est ce qui compensait le manque pour pouvoir nourrir la famille. Et bien entendu, les choses ont évolué petit à petit. Et quand on a senti le vent de la société de commercialisation, de consommation arriver, on a bien vu les usiniers qui ont commencé à céder les terres. C'est ça, les premières vagues de vente de terrain, ça s'est passé à ce moment-là. Ils ont vendu des terres moins productives
La canne, c'était la canne. Hein, c'était la canne. La banane n'était même pas encore. Non, la banane n'était pas. Non, la banane n'était pas. C'était pas encore là. C'était dans les années 57. Oui, donc c'était la canne. Oui. Et donc, ils ont commencé à céder les parcelles moins productives. Oui. À Cannes propriété directe, et aux ouvriers agricoles. Et c'est ainsi que, là, nous sommes déjà bien après l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. C'est en 1957. Voilà, dans ces eaux-là. Et c'est à ce moment-là, comme ça fait un peu l'histoire culturelle. Oui. Non, mais c'est important. Comme les ouvriers affranchis, ils ont laissé les exploitations pour se replier en ville. Et c'est à ce moment-là l'arrivée des premiers Indiens. Oui. Et eux, ils ont pris la place de des hommes affranchis. Des hommes affranchis. Et donc c'est eux qui faisaient un peu le job. C'était à peu près les mêmes conditions. Hein. Il ne faut pas croire que ça avait changé. Hein. Non. Donc qui faisaient le job. Mais comme ils étaient sur les exploitations en tant que colons et ouvriers agricoles, au moment de la vente des terres, ils ont été là. C'est eux qui étaient là. Et c'est comme ça que les Indiens, d'une manière générale, sont devenus des grands propriétaires. Des propriétaires terriens à ce moment-là. Et les hommes affranchis se sont repliés dans les villes. Ils ne voulaient plus entendre parler de terre, de travail agricole. Donc, il cherchaient à faire autre chose le plus souvent. Et voilà un petit peu comment nous sommes arrivés à la situation qu'on connaît, qui continue aujourd'hui. Et bien entendu, petit à petit, les choses ont évolué. Alors, je parlais quand on a senti le vent de la société de consommation qui arrive, donc les usiniers ont vendu des terres et se sont orientés plus vers les ports-exports. Les ports-exports, surtout les ports, pour commencer à ouvrir des commerces. Oui. Le commerce de comptoir, qui a commencé. Et donc, petit à petit, les choses ont évolué pour donner ce qu'on a aujourd'hui. On a vu une frange bien particulière de la société qui occupe le secteur commercial et les usines qui étaient détenues surtout à l'époque par ce qu'on appelait à l'époque des béquets. Des béquets. Il y a aussi les barons Pain, il y a des grands, de grosses sociétés françaises. Mais petit à petit, ils ont lâché le secteur agricole pour des ressortissants français. Donc, mais les usines aujourd'hui, il n'y a pas quelle usine, même Gardel, il n'y a pas, c'est plutôt des. Non, on n'a pas beaucoup de terre. Des sociétés françaises qui ont pris la suite et les comment on les appelle les esclavagistes qu'on appelait à l'époque, se sont repliés dans la partie, tout ce qui est partie commerciale. Les sociétés de consommation, la tête de réseau pour vendre, voilà. Donc voilà un peu le déroulé. On peut schématiser rapidement ce qui s'est passé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et bien entendu. Oui, mais je pense que de toute cette histoire, vous le comprendrez, je crois que nous pouvons comprendre, il en résulte beaucoup de choses. Quand nous observons l'actualité qui se déroule tous les jours pratiquement, les mouvements des affrontements, nous savons par exemple, il y a eu, tu as parlé des GFA, des groupements fonciers agricoles qui ont été créés. Avant, René disait que les propriétaires donnaient donc un bail pour valoriser le foncier. Souvent à partir de même à partir de même taille, valoriser. Bon, moi, je constate dans les affrontements auxquels on observe parfois dans cette Guadeloupe, se pose aussi la question de la valorisation de ce foncier. Parce que dans les groupes, maintenant, ce sont les groupements fonciers agricoles les GFA, qui sont les lieux de concentration, en quelque sorte, de l'activité agricole. On le sait. On parle d'agro-transformation, on parle un peu de tout, même sur ce qui concerne, parlons de Petit Canal aussi. Nous voyons aussi comment les agriculteurs sont dans un mouvement d'opposition et de contestation. Alors, et là, on doit s'interroger sur ce rapport à la terre. Et il y a quelque chose qui nous interpelle, n'est-ce pas? Comment, ma foi, cette population, qui n'était pas à l'origine, au début, propriétaire, qui par cette réforme foncière, s'est trouvée
entre guillemets, on dirait, dans le cadre de conventions passées avec notamment dans le cadre de groupements fonciers agricoles, donc passés avec certaines institutions. Ils sont là, mais ils sont toujours en difficulté, puisqu'il y a des mouvements de contestation, des affectations de foncier, eh bien, se fait dans des conditions qui posent problème, manifestement. C'est cela, je pense que... C'est tout le problème à la politique agricole, là. Oui, c'est tout politique problème agricole. À définir en politique agricole avec un objectif. Si vous voulez arriver à un objectif de souveraineté alimentaire, il faut ou pas les moyens pour arriver à l'objectif là. Ça. Et moyen, c'est d'abord préserver autant que possible le solde agricole utile. Oui. Le solde agricole utile, à l'heure actuelle, il est 31 836 hectares. Si vous attaquez à solde de production, à solde là, ça, eh bien, on peut risquer de retrouver dans une situation de plus en plus difficile pour produire. Donc, il faut une politique vis-à-vis de ça. On y a à peu près 7254 agriculteurs qui travaillent dans toutes ces parties-là. Ça. Nous, en deuxième mi-temps, il faut savoir que malgré que d'autres propriétaires, 9,3 quand on parle de tout ça, oui. Le solde moyen en Guadeloupe des propriétaires, c'est 4,4 hectares. Hein. Oui. C'est le fait solde moyen, c'est pas beaucoup. Solde moyen. Eh bien, ça, solde moyen, 4,4 hectares, le solde Oui. moyen. Alors, on prend toute qualité, hein, maraîcher, etc. C'est le solde moyen qui dit. La surface moyenne qu'il y a les agriculteurs. Si vous regardez bien, on a des friches agricoles. On a 15 000 hectares de friches agricoles en Guadeloupe. C'est 15 000 de friches agricoles là. Il faut une politique vis-à-vis d'eux. Si on peut parler de développer la production pour ne pas manger, etc. Il faut être capable de sembler ces friches agricoles-là, ça, voir à dans quelle mesure on peut effectivement faire rentrer dans le solde agricole commun pour y venir renforcer et permettre de développer. Mais pour ça, il faut une politique aussi de développement agricole. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir un lycée agricole qui a formé les gens essentiellement pour aller travailler à la banque. Oui. Un lycée agricole qui a formé les gens pour aller travailler directement lié à l'agriculture. Alors, dans l'encadrement, ingénieur agronome, vétérinaire, etc., technicien agricole, en même temps, monde qui est capable de conduire une propriété agricole, etc., ou qui a formé à niveau là, ça. C'est-à-dire que c'est une politique qu'il faut mener qui est cohérente par rapport à l'objectif qu'on a fixé. Oui. Mais si, depuis l'école là, ou d'ici là, constater jusqu'à présent, l'agriculture, c'est le dernier métier qui dit, comment on voulait que ces gens-là attirés vers ces bidets. Il faut une véritable politique qui met en place. Et c'est là le plus gros problème là. Alors, en ce qui concerne les GFA quand même, il faut dire que 60% des parts sociales détiennent par la région et le département. La région et le département. Bien. Mais la question qui se pose véritablement, c'est le présent, l'actualité. Quand on voit situation de certains, d'abord les jeunes, grande difficulté de mise à disposition de dotation en foncier des jeunes. Les jeunes, il y a une grande forte demande là-dessus. Ça, c'est une première chose. Il y a l'autre élément, c'est que les agriculteurs, ceux qui sont les acteurs, les exploitants, qui sont des occupants, qui sont au bout de course, qui sortent. Moi, j'en vois beaucoup qui reçoivent, qui ont une petite retraite. J'en ai vu 400, moins de 500 euros. Et on a fait la réforme foncière. Ils ont été installés sur des terres pour valoriser ces terres-là. On reviendra cette question de valorisation. Et maintenant, ils arrivent en bout de course, ils sont à la retraite, 400 euros de retraite. Ils sont obligés de faire appel à la solidarité départementale, solidarité nationale, si vous voulez, pour je dirais, améliorer leur situation parce qu'ils ne gagnent pas. Il y a un problème. Et cela doit nous conduire à nous interpeller sur cette réforme foncière, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a mis, je l'ai dit une fois entre nous, est-ce qu'on a mis en place un dispositif d'évaluation? Est-ce qu'on évalue? Parce que c'est toute la question, en fait, qui se pose. Est-ce que, sans par contre être vision azotissa, mais réellement, dans Saint-François, par exemple, il y a des propriétaires fonciers, on connaît, moi je vois Saint-François le Moule, qui vivent bien,
Oui, ils ont leur retraite. Parce que, bon, peut-être, ils ont été propriétaires fonciers. Ils se sont mis dans l'agriculture. Ils étaient propriétaires. Ils ont vendu une partie. Mais il y a d'autres qui sont installés sous le GFA. Moi, je dis, c'est un scandale. On peut travailler en GFA, à nous installer en long groupement. Pendant 20 ans, 30 ans, l'arrivée, ils ont retraite. Ça n'a pas inquiété pour nous. Ça n'a pas inquiété pour nous. Oui, alors, mais après, on pourrait réforme foncière, ça. C'est un problème de la société-là. Société-là. Qui genre société-là qui a considéré les travailleurs manuels? Est-ce qu'ils ont considéré pour débarquer rien? Parce qu'on est un lobo qui a dépassé l'âge à la retraite. Oui. Et qui a arrêté quand même. Pourquoi? Oui. Parce qu'on va dire comment on vit avec 400. On ne peut pas vivre avec 400, on a arrêté quand même. Il ne peut pas vivre avec 400. Mais ça qui a interpellé moins. Ça, c'est problème. C'est pas méchant. C'est pas méchant de dire ça. Hein. C'est pas méchant. En tout cas, je réfléchissais. Je voyais, par exemple, j'ai connu des ouvriers agricoles qui étaient sur les exploitations. À un moment donné, il y avait de grands propriétaires terriens. Eh bien, on passait au bordure des champs. Les champs étaient propres, bien nettoyés. Et maintenant, je vois quand je repasse dans ces surfaces où on a transféré de propriétaires fonciers, grands propriétaires, pour aller vers, dans le cadre de la réforme, pour aller vers des installations dans les groupements fonciers. Eh bien, je vois qu'on n'est pas dans le même contexte. On nous dit des exploitations, ces boucles-là, ça peut entretenir, ça mal propre. Et je veux en dire quelque chose, hein, les gars, regardez ça, Les groupements fonciers agricoles, on en parle, René. Quel groupement foncier agricole qui signalait par un panneau? Qui que ce soit Dupuis, qui que ce soit Doups, tu vas parler le jour de Doups des Abîmes, qui que ce soit le Moule, l'église. À Tibou non plus. Sinon, Pani à Blachon, Pani Pont. À Tibou non plus. À Tibou, Pani Pont, groupement foncier agricole, où quoi trouver un panneau à dans pour 10 000 ans. Il y a Pani ça. C'est beaucoup là, pour ne pas inquiéter de ça. Et Charles Capote, non. Charles de tête. Réfléchissez ça, parce que ni des fonds européens qui permettent de on jeune gars sorti, même au lycée, pour nous parler de ça, vous connaissez ça bien. Bon, le jeune sort, il va faire une période pratique dans une exploitation. Quand il a ses besoins à faire, il n'y en a pas. Et la question aussi qu'on se pose, c'est que lorsqu'on reçoit ici des ministres, tout, pour visiter, pour vous montrer en quelque sorte, parce que même à la Chambre d'agriculture a reçu un grand président, je crois, président d'une grande association en France, mais quand ils arrivent, ils ont quand même visiter une exploitation en Bourg. Ils n'ont pas choisi, mais la réalité, c'est pas là. La réalité, c'est dans les groupements, et ça, c'est scandaleux. C'est une exploitation privée. Souvent, mais là où il y a le propriétaire, parce qu'il y a, effectivement, c'est pourquoi Nico il a proposé que le thème soit se présente de cette manière-là. Bon, c'est dommage, je ne suis pas là. Parce que quand vous voyez les rapports à la terre, quand on est propriétaire, on n'a pas les mêmes rapports que lorsqu'on est installé dans un groupement foncier agricole. Ce n'est pas la même chose, du tout. Moi, je connais un installé qui, en laisse surface à terre qui a occupé là, son grand éleveur de poule, mais c'est caca poule qui a mis en terre là. Voilà, il était propriétaire, il ne va pas mettre dans les sacs qui taillent, hein, mais quand il met dans les sites là, il est installé en l'air là. Oui, mais caca poule, c'est fumier. Vous, qui dit c'est fumier, mais les qui a dégagé l'odeur, et autre chose, a pas fumier. Et puis, on manque à penser à ça, très bien. Alors, autre chose aussi, ni aspect là, ça, et la question de la violence, la question, je dirais, l'approche, quand on s'interpelle sur des préoccupations d'ordre écologique, tout cela, l'utilisation des pesticides, Alors la pub, on me signe la pub, on va revenir pour redynamiser un peu les choses. Alors nous sommes donc de retour, je rappelle le thème d'aujourd'hui, les rapports avec donc les rapports à la Terre en Guadeloupe et ses conséquences. Alors nous sommes donc là dans une formule, je le répète attention des téléspectateurs qui se retrouvent avec nous maintenant, nous sommes dans une formule atypique. Nous sommes deux débatteurs, nos amis ne sont pas là aujourd'hui. Alors nous étions, messieurs, à parler de cette, dans la question de la réforme. Nous avons cette attitude qui consiste à tout mettre sur le dos de la raison, de la misère
qui existent actuellement dans le secteur, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a des gens qui étaient à travail, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir, qui quittent l'activité avec une retraite extrêmement très faible, et qui va solliciter la solidarité départementale, nationale, régionale, comme vous voulez. Alors, il y a aussi le discours qui concerne la souveraineté alimentaire. C'est lié aussi aux situations de production. Est-ce qu'on va pouvoir réussir cette souveraineté alimentaire, n'est-ce pas, dans les conditions actuelles d'exploitation du foncier, ou même Ramaille, en fait. Tout ça, c'est des questions que nous pouvons poser, nous. Hein. Alors, la souveraineté alimentaire, je crois que tout le monde en parle. Ah, ça, on en parle pour tous les jours. C'est le dada un peu de monsieur tout le monde aujourd'hui, souveraineté alimentaire, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs. Hein. On a bien vu, la situation mondiale peut-être oblige à penser de plus en plus à la souveraineté alimentaire. Et donc, pour la Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Mais on a bien vu, quand il y a des moments difficiles dans le pays, où il y a des grèves, des blocages, ce qu'on a connu, des cyclones, on voit bien qu'on arrive quand même à avoir une production, tout au moins sur le plan agricole, pour pouvoir alimenter les foyers, se nourrir. Moi, je n'ai pas particulièrement beaucoup d'inquiétude à ce niveau-là, dans le domaine agricole, au niveau de la production. De la production. Je pense qu'à l'état brut, produire des ignames, produire des patates, produire des tomates, produire des carottes, produire des laitues, ça, ce n'est pas véritablement un problème, la production. Nous avons des agriculteurs chevronnés en la matière qui savent faire. Et donc, maintenant, le problème, c'est après la production. On a produit, on fait quoi ? Souvent, on a vu, dans des périodes de conflit ici, il y a une surproduction agricole et on est obligé de détruire, ou en tout cas de jeter la production parce qu'on n'arrive pas à consommer. À transformer aussi. Alors, d'où la nécessité de parler de la transformation de ces produits-là. Oui. Et donc, on a besoin qu'il y ait un relais après la production, d'avoir une phase de transformation, par exemple, pour pouvoir alimenter les cantines, alimenter l'hôpital. Et c'est peut-être cette phase-là qui permettra de dire qu'on a réussi la réforme. Voilà. Donc, c'est cette phase-là, on parle de souveraineté alimentaire, mais c'est cette partie-là, ce n'est pas encore... j'ai l'impression qu'on n'a même pas encore commencé à ce niveau-là, après la production, pour pouvoir utiliser nos produits et mettre en pot, mettre en conserve nos produits. Et c'est là qu'on a un problème à ce niveau-là. D'où la limitation des revenus de nos agriculteurs, parce que je sais que si je produis trop de tomates, je serai obligé de les jeter, alors qu'on a déjà dépensé pour faire la production, notamment avec les intrants, la boue, etc. Donc, c'est un problème. Maintenant, il y a aussi... Tu en parlais tout à l'heure là, lorsqu'on est propriétaire et lorsqu'on utilise les terres des GFA, la collectivité, c'est pas le même amour, pas le même attachement, c'est pas le même attachement, c'est pas la même, on travaille pas de la même manière, pas la même implication, et les résultats se font sentir. Tu disais que des fois tu passes devant les champs, quel que soit canne, banane ou tomate ou autre, on voit que les champs sont sales, ils sont pas entretenus. Et je me rappelle, quand j'ai connu la période c'était encore de la canne, il n'y avait que la canne pratiquement à l'époque, les champs de canne étaient propres. On regardait le champ, on voyait la terre noire. À l'époque, à canne blanc là, même chez les particuliers. C'était propre. C'était propre. Aujourd'hui, trouver un champ de canne dans cet aspect-là, que j'ai connu quand il y a une vingtaine, une quarantaine d'années, c'est pratiquement pas possible. Ça n'existe plus. Et on n'a pas le même rendement. Et les rendements diminuent à ce moment-là. Forcément. Dans un champ bien entretenu, on peut aller, selon le secteur géographique, on peut aller jusqu'à 90, 60, 90, 100, parfois 110, 100 hectares. 100 tonnes hectares. Mais dans les champs actuels qu'on voit là, on est à base de 45 tonnes, 50 tonnes. Il y a un problème qui se pose. Donc, on voit bien, sur la même surface, et René en parlait tout à l'heure, là, sur la même surface, a tendance à se réduire de plus en plus, la surface agricole, utile.
Mais aujourd'hui, sur la même surface, si on entretient correctement la terre, la plantation, on s'investit correctement, on s'investit correctement là-dedans, on peut doubler la production. Au moins doubler la production sur la même surface. Donc on a une marge encore pour pouvoir travailler, pour assurer la souveraineté alimentaire. Oui. Donc tout ça. Alors aujourd'hui, pour terminer, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Si les champs sont mal entretenus, c'est qu'il y a un problème quelque part. Les gens sont plutôt à l'affût de subventions. À l'affût de gagner leur vie sans travailler. En tout cas, travailler le moins possible. Il n'y a pas d'évaluation. Et il n'y a pas d'évaluation pour contrôler l'attribution des aides qu'on donne. Oui. Bon, peut-être pas suffisamment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrôle, mais il n'y a peut-être pas suffisamment de contrôle impartial. Impartial. Pour indépendante pour pouvoir faire un travail efficace pour contrôler l'argent qui est donné, à quoi ça sert. Et je crois que est-ce que c'est une volonté délibérée ou est-ce que c'est... Non, mais c'est notre responsabilité à nous. Il manque un encadrement pour pouvoir y arriver, mais je crois que ce sont des problèmes que nous avons à régler avec ce qu'on a déjà pour pouvoir pratiquement doubler la production et penser aussi à l'industrialisation derrière la production. Bon, je voudrais aussi revenir sur un point. On parlait tout à l'heure à l'instant de surface agricole utile. C'est-à-dire qu'il y a aussi une surface agricole inutile. C'est une surface agricole utile. C'est que une surface agricole inutile. Non, mais parce que non, pas forcément des friches. Je vais vous donner une chose. J'ai été interpellé sur cela l'autre jour par un opérateur dans la commune du Nord-Grand-Terre, Petit Canal notamment. Ce que j'observe, vous le voyez comme moi, vous voyez dans des zones qui ont été urbanisées, vous voyez lotissement à droite, donc il est classé, lotissement à gauche, lotissement au nord et lotissement au sud, mais la partie au milieu est classée agricole. Des fois ça fait moins d'un hectare, des fois ça fait 1 hectare. Dans des communes, il y a ce véritable, j'appelle ça, au regard de mes connaissances, ma façon de voir les choses, j'appelle ça un bordel. Qui interpelle aussi sur nos rapports avec... Aussi, hein. Tu dis? Oui, la politique des petits alors, je dirais aussi quelque chose. Vous savez ça? Quand un maire, quand on doit déclasser, on déclasse une surface de terre, on déclasse, on va urbaniser. Il faut trouver la même surface ailleurs, c'était un autre monde. Il y aura métier agricole. Mais c'est quand ils vont jouer en papier, à l'insu du propriétaire. À l'insu du propriétaire. Il n'y a pas écrit, il a trouvé terre agricole. Et bien entendu, ça fait un manque à gagner. Parce que les terres agricoles, même non bâties, on y a en position. Bref, ça, on peut penser. Bon, alors voilà. Mais le problème qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui ont des parcelles agricoles, que je dis enclavées, c'est-à-dire entourées de terres urbanisées de lotissement. Alors, quand on dit, si j'en dis, oui, mais on m'a mis mon foncier agricole. Et monsieur ne fait pas tant débrouiller à poule à côté, monsieur ne fait pas tant débrouiller à cabrit. Eh bien, mais sa terre est agricole. Il doit pouvoir, il y a le droit de propriété. Il doit pouvoir puisque c'est agricole, il peut nourrir, élever ses cabris, élever cochons et taper. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis à ces personnes-là? Je me permets de vous le dire. Allez voir le maire. Allez dire, mais là, que mi en cabrit en moins, pour l'en moins, l'été agricole en moins, n'est-ce pas? Ils ont laissé agricole, et puis c'est qu'à trouver qu'un cabrit pour l'en moins, qu'à GDI. Tu vois? C'est une réalité, parce que dans mon parcours, mon cheminement, je découvre ça. Ce sont des problèmes qui se posent. Oui, on va demander. Oui. Quand tu dis d'aller voir le maire, oui. En fait, c'est le maire qui procède au déclassement. Oui, c'est le maire, mais c'est son territoire. Oui. Attention, et là aussi, il faut voir aussi, quand on critique souvent l'État, oui. Mais combien de maires ont la maîtrise de leur foncier? Ils n'ont pas la maîtrise de leur foncier. Ils n'ont pas de plus accepté. Validé. Et à ce moment-là, c'est l'État. Voilà, c'est l'État qui prend la main. Et quand nos élus, c'est un problème que nos élus ont à régler. Ça fait des années. Il y a des plus qui sont à
à l'étude. Il y a 40 ans dans certaines communes. Et c'est toujours pas validé parce que le maire n'a pas fait le travail qu'il fallait pour avoir la main sur son foncier. Et si le maire n'a pas la main sur son foncier, c'est l'État qui a la main. La main sur le foncier. Alors voilà un gros problème que nous avons réglé aussi. C'est un véritable problème. Et quand on parle de nos rapports à la terre, on est bien dans la chose. Regardez comment les problèmes existent dans les communes. Il y a beaucoup de problèmes comme cela. Des gens, et disons-le aussi, il y a un phénomène d'appauvrissement qui se fait. Parce que quand vous avez des jeunes, des enfants qui héritent un foncier qui était un foncier à l'époque urbanisé, ou bien classé pour être urbanisé, et se retrouvent ensuite en héritage foncier agricole, ces héritiers ont été appauvris, puisqu'ils ne peuvent pas vendre au même prix. Alors tout ça a posé problème. Ça, il faut faire attention, parce qu'en habitant ça, normalement, on ne peut pas de retrouver, on passe la terre, enclavé entre... Ça dit ça. Non, mais ça... Ça existe. Attends, oui, non, ça existe. Mais tout ça, le côté ça. Mais nous, on a des réponses par rapport à ça, c'est que mais là, pas respecter le plus. Si tu respectes non, mais... Si tu respectes le... Non, mais, votre bien. Non seulement il faut toutes les communes non plus. Oui, ça c'est clair. Mais à l'heure actuelle, d'après ça ensemble, oui. Parfois la préfecture a substitué aux communes, il faut non plus. Mais oui, dès que ça ne passe pas, le maire fait pour la main. Devant la différence la préfecture ou alors la région, etc., ils paient à niveau là, ça de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini quand même un certain nombre. Vous savez, payant nous l'année, à peu près 162 961 hectares. Oui. À dernier 74 000 qui s'est foré. Le parc naturel, 17 300 hectares. On a une surface agricole utile et on a des friches agricoles. Il n'y a pas de... Normalement... Mais inutile, attention, excuse-moi quand même, on est là à échanger entre nous, toi. Mais la surface, si la surface inutile, c'est pas uniquement friche, Non, peut-être. Mais ça qui dit, c'est quoi que les friches en général, c'est des surfaces agricoles pour ne pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Même si. Parce qu'il y a gêné voisin. Non, mais de toute façon, pas dire avoir gêné voisin là qui ne finit pas toujours de l'autre côté, mettez quoi. Au cas, si tu es agricole, ou produire agricole, là, il est terminé. Bon, ça qui dit, c'est que tu es jusqu'à présent, tout en politique, pendant un bon moment, ni tout en politique de faveur qui t'est appliqué. En cas déclassé, parce que c'est beaucoup moins, famille a une temps, alors ça, il y a ça. Voix, etc. C'est des politiques de faveur comme ça qui t'est dit. Bon, et j'allais dans une voie. Et c'est arrivé à la première réforme foncière là, d'ailleurs. Oui. Moi, on va prendre toute région à Duquéry. Je dis l'habité était coulé. Toute région à Duquéry, en les à Duquéry là. Oui. C'était quand, c'était bien comme ça. Bon, après ça, il y a aussi. Il y a qui casse, qui là, en région à Duquéry. Il y a qui casse. Bon, alors, il y a un deuxième phénomène qui peut passer. Donc, il y a une politique d'habitat que les maires doivent mettre en place. Et la politique d'habitat, ce n'est pas nécessairement extension à les habitats de manière définitive avec habitat individuel. Sinon, on peut arriver à résoudre le problème à pays là. Logement collectif. Il faut savoir qu'il y a des logements collectifs qu'on peut améliorer, de façon qu'on ne peut pas faire des sortes de caloges à poule. Bon, mais il y a toujours un travail à faire à niveau là, ça. Et en commune, il faut regarder qui caractéristiques en commune. Si en commune, c'est une commune à vocation agricole ou qu'à pied en l'air, il y a d'autres problèmes que Raymond a posé. C'est le problème à la transformation agricole, c'est-à-dire la grosse transformation. Il faut le développement, qu'on appelle la souveraineté alimentaire, accompagné de la grosse transformation, qui fait partie prenante. Et nous, en deuxième vitesse, on devrait parler de nettoyage à Cannes et tout ça. Normalement, nous sommes ici dans l'industrie de machines-outils. Oui. Qui TPK travaille, et surtout puisque les ingénieurs et les biens, qui TPK travaille en amélioration au matériel agricole de telle façon, parce qu'avant, ils étaient nettoyer quand la communauté a fait là comme ça. Si vous agricole, là, très peu d'argent. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'il faut adopter un système de semi-mécanisation aussi pour nettoyer quand on a tout ça. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a dit que c'est tout en politique. En politique. À mettre en place. Qu'il faut. Politique et évaluation. Bien sûr. Ça va de ensemble. Alors, on me fait signe à l'instant nous sommes pratiquement arrivés à terme de la fin de notre émission. Dans les conditions que téléspectateurs, vous voyez, nous étions Dieu, nos amis vous seront rejoints à nous la semaine prochaine. Alors, on a bien insisté sur
des problèmes importants qui se posent, qui découlent de la réforme foncière par cause des échecs au niveau des politiques publiques agricoles. Et pour ma part, j'entends signaler à nos responsables en agriculture, d'abord, une question importante, c'est la signalisation des groupements fonciers agricoles de manière à ce que ce soit des zones respectées. C'est important, à mon sens, parce qu'on voit toutes sortes de choses dans ces zones. On ne retient pas de la terre un facteur de production véritablement comme on retrouve capital et le travail. Il faut comprendre que c'est un lieu de production de l'économie, donc il faut signaler, il faut améliorer l'environnement de ces structures-là. Donc, voilà donc à l'attention de nos élus et aussi de la Chambre d'agriculture. Notre élément important, c'est le problème des terres qui sont des surfaces agricoles, que moi je qualifie pratiquement inutiles, qui sont des terres enclavées dans des zones urbaines. Ils sont entre deux zones urbaines, trois zones. On voit qu'une parcelle d'un hectare, on n'a pas fait rien veiller. Parce qu'elle m'a dit, mais elle a déclassé. Alors, je pense que l'association des maires devrait se pencher sur ce problème-là, de manière à ce que nous n'ayons pas des conflits de voisinage. M. Nikazaï, qui habite dans le logement collectif, M. Nika Britaï, qui a fait des zones en tête, il a ouvert une voie qui dit, ouais, mais terme agricole. C'est ça. Alors, et moi, même que je suis interrogé par ça, les jeunes qui viennent me voir, de par mon implication dans le secteur, je leur dis, oui, mais est-ce qu'elle est déclaré? Est-ce qu'elle est identifiée? Est-ce qu'elle est identifiée? Est-ce qu'elle est identifiée? Est-ce qu'elle est prochain? Eh bien, si M. vient voir voisin, il n'y a rien à dire. 10 000 papiers à Béfort ou en conforme, terre agricole. Eh bien, il n'y a pas de nuisance. Mais toujours, ça crée des problèmes. Je pense qu'on va devoir se quitter sur ces propos. Rien à ajouter, messieurs, on va devoir se quitter sur ces propos. Tout simplement dire, oui. Oui, je voulais simplement dire qu'en même temps, les pluies et tout ça sont soumis au sang. Oui, les pluies sont soumis au sang. Schéma d'aménagement, oui. Donc ils doivent respecter. Et il y a des personnes aussi qui arrivent lors des enquêtes publiques. Tous les sûrs, les gens arrivent, ils voient qu'elle est déclassée derrière. Ils n'ont pas écrit, ils n'ont rien. C'est au moment des enquêtes publiques qu'ils voient ça. Quand les gens se présentent, et aussi quand il y a des enquêtes publiques, il faut que les Guadeloupéens se déplacent. Pas attendre l'enquête là, ils finalisent, ils publient, pour vous dire, oh, cas on fait témoin, ceci, c'est là. Donc il y a une problématique qui est extrêmement large. Notre ami Nico a souhaité que nous débattions des rapports aux fonciers et des conséquences en Guadeloupe. Il n'a pas été là malheureusement avec nous, mais nous avons pu quand même, fidèle, toujours Club, c'est comme ça, tenir la hauteur. Alors, nous allons donc clôturer, comme d'habitude, cette émission avec notre vidéo que nous a choisi. Je ne connais pas le contenu, notre ami Nico, et nous disons donc à Laria, à Yann, de clôturer de cette manière, comme d'habitude, notre émission. Bye bye à vous.